Et oui, ça continue. Construction tech et durable fait partie évidemment de ces Transformation Talks, les échos NetExplo, vous le savez. Et on va démarrer tout de suite. Alors, petite précision, dans l'interview avec Mathieu Belloir, il voulait dire le 25 septembre et non pas novembre. Voilà, c'était une petite rectification. En tout cas, merci à lui d'être venu nous voir ce matin. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités autour de cette thématique du bâtiment durable, bâtiment qui dépense moins, qui est mieux conçu. Je suis ravie de vous accueillir, Frédéric Musselin. Vous êtes directeur de la prescription au sein du groupe Saint-Gobain. On a accueilli d'ailleurs une de vos consoeurs tout à l'heure, en début d'après-midi, sur un autre sujet. Frédéric Augier, bonjour. Vous êtes responsable de l'industrialisation de la construction chez Nexity, qui est un acteur évidemment important de l'immobilier. Et puis Élise Bon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable construction chez Vinci Construction également. Responsable R&D et environnement. Et pardon, responsable R&D et environnement, c'est un peu plus précis. Merci Élise d'être avec nous. Alors, qu'est-ce qui en 2020, aujourd'hui, a changé dans l'industrie du bâtiment et de la construction? C'est un sujet, nous, qu'on suit chez NetExplo Les Échos depuis pas mal d'années. Mais si on peut faire un petit point à date aujourd'hui, est-ce qu'il y a une révolution dans la construction durable ou est-ce que finalement les choses suivent leur cours tranquillement? Frédéric. Alors dire qu'il y a une révolution dans le monde du bâtiment, ce serait un peu présomptueux. En revanche, la crise du Covid et la crise sanitaire a mis en avant certaines thématiques qui sont devenues prioritaires pour les entreprises. Je pense au développement durable, qui est devenu un vrai enjeu pour la plupart des entreprises, des enjeux de neutralité carbone. Le groupe Saint-Gobain s'est engagé pour 2050. Cette semaine, je crois que c'est la Chine qui s'est engagée jusqu'à 2060. Donc ce n'est plus vraiment une contrainte. Maintenant, c'est un vrai enjeu. Et il y a derrière une volonté de créer de la valeur verte. Il y a peut-être aussi, et le confinement a touché tout le monde, un usage accru du digital, les relations entre clients et fournisseurs, les collaborations, les co-développements que l'on peut avoir ensemble se passent beaucoup plus avec le digital. Peut-être un troisième point, les questions se posent sur la destination et l'usage des bâtiments. A-t-on toujours besoin d'autant de mètres carrés de bureaux ? On télétravaille, est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir les mêmes logements? Est-ce qu'il ne faut pas repenser tout cela? Ce sont des sujets qui sont sur le devant de la scène, avec derrière toujours la volonté de préserver la planète, d'apporter du confort, du bien-être aux consommateurs, et puis également de gagner en productivité, de faire en sorte que les coûts puissent baisser. Vous êtes d'accord aussi, la crise sanitaire, le contexte qu'on vit aujourd'hui change quand même un peu la donne autour du sujet de la construction? Vu de l'immobilier et d'un acteur global de l'immobilier, on est face à une accélération finalement de tendances de fond, à la fois dans la performance prix, puisqu'on voit bien que la crise impacte le pouvoir d'achat immobilier des clients, une accélération effectivement de l'engagement environnemental, limiter son empreinte carbone. Quand on sait que le secteur de l'immobilier et du bâtiment, c'est 25% des émissions de CO2, il y a forcément cet enjeu qui est encore plus prégnant. Et puis une accélération aussi de l'innovation pour répondre aux nouveaux usages finalement qui ont émergé cette année, que ce soit sur le logement avec ce besoin, comme chacun le sait, de plus de surface extérieure, de plus de modularité, de nouvelles fonctionnalités. Et effectivement, côté bureau et tertiaire, des interrogations sur les mètres carrés et sur la fonction même des bureaux par rapport à la transformation de l'entreprise. Ouais. Et pour vous, Élise? Pour nous, je trouve qu'au niveau de la construction, la bonne nouvelle quand même, malgré la secousse qu'a été le Covid, c'est justement que les enjeux environnementaux qui étaient quand même présents et qui étaient plutôt dans une phase de maturation sont restés en haut de la pile et sont encore maintenant devenus plus prioritaires. Enfin, vous l'avez dit tous les deux, on parle d'une accélération. Et ça, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle dans le paysage, de dire que ça n'a pas remis en bas de la pile les questions environnementales dans la construction, au contraire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On ne s'est pas réveillé un 14 mars en se disant, tiens, la planète, vis-à-vis des bâtiments, il faudrait qu'on optimise tout, qu'on repense. C'est un sujet qui était là déjà. Oui, c'est un sujet qui était là, et dans nos métiers, en tout cas dans le point de vue du constructeur, il y avait toujours cette question de l'impact, l'environnement, et vis-à-vis du prix, de la gestion de nos plannings, de nos prix. Et donc, je trouve que là, en 2020, on a quand même acquis une certaine maturité là-dessus, sur le fait que construire durable, c'est un objet de différenciation. Et construire durable, c'est peut-être construire frugal.
Et donc tous ces éléments portent à, enfin moi, me rendent assez optimiste. Alors justement, vous êtes très complémentaires tous les trois autour du sujet de la construction. Saint-Gobain, par exemple, vous êtes voilà, fournisseur de solutions par du matériau, on le sait, le verre historiquement. C'est quoi la construction durable d'ailleurs? Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets pas forcément une innovation d'ailleurs, mais quelque chose qui illustre bien la construction durable? Ça passe par les matériaux? Ça passe par quoi? Ça passe par, bien sûr, des matériaux qui soient le moins émissifs possible en matière de carbone, qui soient le plus isolants possible. Alors ça tombe bien parce que Saint-Gobain est leader mondial des matériaux de construction et notamment des matériaux d'isolation comme la laine de verre, le verre également. Ce sont des matériaux à faible empreinte carbone. Ce sont des processus qui permettent de réduire au maximum les coûts, de réduire au maximum, d'améliorer la productivité au maximum. Oui. Est-ce qu'on a tout découvert sur le verre? Non, absolument pas. On n'a pas tout découvert sur le verre. Il y a peut-être encore plein de choses. Mais il y a des verres qui sont intelligents maintenant, des verres électrochromes qui permettent de se teinter pour résister à la chaleur du solaire. Il y a des matériaux isolants qui sont de très haute performance, sous vide par exemple, sur lesquels on travaille. Et beaucoup d'autres encore, de nouveaux matériaux comme la terre crue ou la terre d'excavation. On vient de développer avec Saint-Gobain Distribution Bâtiment et un partenaire Norpen des nouveaux systèmes constructifs qui sont à la fois performants, qui sont à la fois bas carbone et puis qui permettent d'avoir une équation économie technico-économique très intéressante. Vous aussi, vous, chez Vinci, vous êtes à l'affût, voire à la pointe de ce type d'exemple qui est donné? Bien sûr, oui. Nous, on met en œuvre les matériaux qui sont réalisés. Donc évidemment, nous, notre savoir-faire, c'est de bien le mettre en œuvre efficacement et de répondre aux besoins de nos clients. Mais avant tout, il nous faut une matière première innovante et durable. Donc bien sûr qu'on est à l'affût de ces matériaux. On est de plus en plus dans une démarche d'ailleurs partenariale pour développer la façon de mettre en œuvre ces matériaux. On lance une démarche qui s'appelle Able to Sustain là-dessus pour accélérer l'innovation durable sur nos chantiers. Et je rejoins ce que vous dites sur le fait que la durabilité, on a parlé de terre crue, on a parlé de matériaux qui ne sont pas forcément très technologiques, mais quoi qu'il en soit, la mise en œuvre dans le contexte économique aujourd'hui, elle passe par des technologies et elle est rendue possible par des technologies. Et c'est grâce à ces technologies qu'on sait économiser de la matière, qu'on sait mettre la matière au bon endroit, qu'on sait mettre peu de matière peut-être émissive pour des grandes performances. On ne peut pas construire tous les ouvrages en bois, par exemple, pas faire des ponts, des tunnels en bois, mais par contre, on sait mettre la bonne matière au bon endroit. Et c'est grâce à ces nouvelles technologies qui nous permettent d'être bons du premier coup, de faire différemment chaque pièce. Et ça, nous, on est à l'affût de ces deux aspects, des matières moins émissives et également une grande optimisation des matières qu'on met en œuvre. Vous, dans l'immobilier, vous voyez des nouvelles règles qui s'instaurent sur la demande, en particulier autour de la construction durable? Oui, il y a clairement une attente de plus en plus forte, une sensibilité de plus en plus forte des clients. Alors déjà les clients en collectivité, puisqu'on se préoccupe déjà à la base de notre empreinte par rapport à l'artificialisation nette des sols. Donc on tend vers une zéro artificialisation, donc faire en sorte que quelque part on vienne sur du bâti, sur du construit, pour réhabiliter des quartiers et pas étendre indéfiniment notre emprise foncière. Du point de vue des clients entreprises aussi, en termes de patrimoine, très clairement, la performance énergétique d'un bâtiment, l'empreinte carbone d'un bâtiment qu'on mesure aujourd'hui à travers la réglementation par la performance E+, C-, ça devient un des éléments de l'actif même que l'on achète. Donc il y a une forte sensibilité. C'est obligatoire aujourd'hui, on peut le dire. Évidemment, on favorise les matériaux avec la plus faible empreinte carbone, des matériaux biosourcés tels que le bois. Donc on est devenu leader de ce matériau dans la construction aujourd'hui. Donc on pousse les feux dans ce sens. Et les clients particuliers, c'est vrai qu'ils ont une attente qui se traduit, on n'en a pas parlé, par le logement sain. Donc on fait en sorte aussi que la qualité de l'air
soit au cœur de l'offre que l'on propose, et aussi le rapport à l'espace vert, où depuis ce mois-ci, on a systématisé la présence d'espaces verts accessibles dans toutes nos futures opérations. Et ça, c'est en effet peut-être quelque chose qui s'est encore plus accéléré, peut-être en 2020, c'est la question de la nature, de la biodiversité. On travaille aussi pour vraiment monter en compétence là-dessus. On a des belles, des belles unités chez nous qui travaillent dessus, mais on se rend compte que maintenant, c'est tout le monde qui est concerné. C'est pas qu'une question de spécialité, et l'accès à la nature. Pour tous, la désartificialisation, la construction de la ville sur la ville, c'est quelque chose maintenant qui est chez tout le monde dans toutes les spécialités qu'on peut rencontrer. Alors je parlais finalement de la demande, c'est-à-dire les clients, des clients de la construction, mais parlons un petit peu de vos univers qu'on ne connaît peut-être pas très bien. Il y a un monde, en fait, un écosystème d'acteurs. Vous êtes très complémentaires, on l'a dit. Est-ce que tout le monde souscrit à ça ou est-ce que ça râle un peu dans le monde de la construction et du bâtiment pour se dire oh, oui, mais alors il va falloir que je réponde à tel critère, que je rende compte de nouvelles, moi aussi de nouveaux critères qui sont éco-responsables, etc. Ou il va falloir que je dépense plus parce que il va falloir faire plus de R&D, ou tout simplement de se conformer. Et tout ça, c'est pas gratuit, quoi. Ça râle un peu dans le monde de la construction ou c'est quelque chose qui est relativement bien vécu? Si on considère ces sujets sous l'angle des surcoûts, c'est sûr que ça peut poser des questions économiques, d'équations économiques. C'est pour ça qu'en tant qu'acteur engagé, on a cette volonté de répondre à ces enjeux face à l'urgence climatique et en même temps de trouver des solutions pour les rendre praticables, pour les rendre réalisables d'un point de vue économique. C'est pour ça qu'on s'est lancé sur la voie de l'industrialisation, qui pour nous est l'une des réponses majeures, qui permet de combiner à la fois bâtiments durables, avec une réduction potentielle des émissions de CO2 de l'ordre de pratiquement 50%, et en même temps une capacité à tenir nos prix. Et ça, c'est rendu possible parce qu'on irait sur une partie de la production vers de l'industrialisation, avec de la massification, de la standardisation de processus de production et de l'automatisation de production par ce qu'on appelle la construction hors site, donc en usine. Et ça permet finalement de résoudre l'équation de performance durable et performance économique. Et vous, sur la performance économique, c'est un facteur de compétitivité, c'est un levier de croissance? C'est important de rester économiquement viable, sinon vous ne vendez pas vos produits et puis vos clients se tournent vers d'autres. C'est l'équation qu'il faut trouver. C'est l'équation qu'il faut trouver. Alors je rejoins Frédéric lorsqu'il dit que le processus d'industrialisation, de fabrication hors site, c'est un mouvement mondial qui s'est développé beaucoup. Alors dans les pays émergents encore plus qu'ailleurs, Singapour, en Chine, au Japon, même au Royaume-Uni ici ou dans les pays nordiques. C'est un sujet que l'on regarde de près au sein de Saint-Gobain, au niveau mondial, mais également avec beaucoup d'attention au niveau français. On sent que ce mouvement est en train de bouger, de frémir, peut-être à un rythme qui est moins soutenu que d'autres pays, mais en tout cas, on souscrit complètement et on s'intéresse beaucoup à ce sujet-là. Le sujet de la recyclabilité aussi des produits, faire en sorte que l'on utilise le moins possible de ressources, le vitrage, les plaques de plâtre ou encore même la laine de verre. On a une proportion de verre recyclé, par exemple, dans la laine de verre qui va jusqu'à 70, parfois 80%. Donc ça, c'est un sujet important. Et puis, le sujet également de nouveaux systèmes constructifs, comme vous le citiez, de terre crue ou de terre excavée, souvent sur des éléments en bois, d'ailleurs préfabriqués, sont intéressants également. Ce qui est important également dans cette dimension de développement durable, c'est de faire en sorte que ces matériaux puissent assurer un confort thermique, acoustique, une bonne qualité de l'air, et puis que les logements ou même l'habitat puissent être modulaires, réversibles. On se rend bien compte que finalement une maison, on va y travailler. Un bureau, on n'y sera peut-être pas autant qu'avant le confinement, avec le télétravail. Donc ce sont des vrais sujets. Et le sujet de la productivité de nos clients et de nos partenaires est un vrai sujet, via ce que l'on peut apporter sous des solutions qui peuvent être préfabriquées. On a par exemple une solution Lean by Placo, où vous avez des plaques prédécoupées avec une logistique spécialisée qui permettent de réduire quasiment à zéro les déchets sur chantier. D'accord. Ça, c'est des sujets sur lesquels nous travaillons aussi. Ok. Et sur une application concrète
derrière la construction, je le disais tout à l'heure, je vous posais la question sur la construction tech, est-ce qu'il y a une application ou deux qu'on peut partager à nos audiences pour savoir si, voilà, quels sont des exemples? Est-ce que vous avez des exemples de nouvelles technologies qui s'appliquent bien au secteur, en fait? Il y a un exemple qui est parfaitement transverse. Alors, il n'est pas nouveau, mais en fait, c'est son déploiement qui est nouveau, c'est le BIM. Donc, la modélisation des informations du bâtiment. C'est à la fois la maquette numérique en 3 dimensions, qui représente un projet de bâtiment, qu'il soit résidentiel ou tertiaire, ou même à l'échelle d'un quartier. Et derrière, on va dire, cette partie émergée de l'iceberg, il y a la base des données techniques du bâtiment. C'est ça qui est essentiel, c'est qu'on va être capable de travailler en ligne, sur des plateformes digitales, pour collaborer et pour concevoir entre les différents acteurs, architectes, bureaux d'études, maîtres d'ouvrage, un bâtiment. Quelque part, on va le fabriquer à l'écran avant de le fabriquer en réel. Ce qui évite bien des déconvenus, des malfaçons, des aléas. Et donc tout l'enjeu, finalement, c'est de réaliser l'immeuble en synthèse pour mieux construire du premier coup, une fois qu'on passe sur le chantier. Donc quand on passe des commandes à des majors tels que Vinci ou à des PME, le principe, c'est qu'ensuite, toute la chaîne hérite de ces éléments numériques, puisse les enrichir au travers du vécu sur les chantiers pour, in fine, livrer une maquette dite de livraison, de réception, qui va être le jumeau numérique, finalement, du patrimoine immobilier qu'un client entreprise ou particulier, une copropriété, va acquérir. Et ensuite, on rentre dans le champ de l'exploitation. Et donc, quelque part, on a le mode d'emploi numérique du bâtiment dont on garde la trace. Et on peut s'inscrire aussi dans des logiques d'entretien, de maintenance, parce que tout a été parfaitement défini, structuré et planifié. Et cette maquette, au-delà d'être une représentation physique, enfin virtuelle du physique, comme le disait Frédéric, on a des informations complémentaires sur les matériaux qu'on va mettre en œuvre. Et donc, quand on met en œuvre des produits de chez Saint-Gobain, qui sont dessinés par la maîtrise d'œuvre, on saura quelle est son empreinte carbone, on saura quelle est son analyse de cycle de vie. Et donc, on a toute une banque d'informations qui vont nous permettre d'évaluer la durabilité de notre bâtiment, d'évaluer aussi ses conditions de recyclabilité. Donc ça, c'est un grand enjeu. Et nous, en termes quand nous, on est des intégrateurs, donc on va mettre en œuvre ces éléments-là, conformément à la maquette. Un des exemples de technologie qui aide à cette efficacité, parce qu'on parle vraiment d'efficacité dans la mise en œuvre pour éviter les déchets, de refaire. On a des technologies qui sont ce qu'on appelle site to BIM, donc le chantier vers la maquette, pour récupérer à partir de scans 3D, de scans 3D notamment, les informations qu'on met en œuvre en temps réel sur les chantiers pour interroger la conformité vis-à-vis de la maquette, et s'il y a des modifications sur la maquette pour qu'elles arrivent vite sur le chantier, s'il y a des modifications sur le chantier pour qu'elles réinterrogent la maquette pour que ce soit remis à jour. Et ça, c'est encore un exemple d'une technologie qui permet d'être plus efficace, d'éviter des matériaux mal commandés et tout ce genre de pertinence-là. Je pensais à l'impression 3D, je me trompe ou c'est quand même des choses qui peuvent être... Alors là, il s'agit de technologies qui sont émergentes, qui sont encore au stade de R&D. Alors bien sûr, on y est associé. On a des projets qu'on a fait avec notre marque Weber en Hollande notamment, et ça suscite beaucoup de fantasmes. L'impression 3D, je pense que on n'y est pas encore. Il y a des expérimentations. Je pense qu'il y a plus d'applications aujourd'hui en préfabrication et hors site, que ce soit en panneaux 2D ou carrément en construction modulaire 3D, qui sont intéressantes. Dans d'autres technologies émergentes, on a la robotique sur chantier, auquel on travaille beaucoup. Il y a besoin d'aider les artisans, les ouvriers sur chantier. Je pense aussi à nos réseaux de distribution qui aident les artisans, notamment dans leurs travaux de rénovation principalement. Enfin, le plan France Relance cible beaucoup la rénovation. C'est pour les aider à faire leur devis, pour les aider à trouver des clients, pour finalement les débarrasser de tous les soucis administratifs qu'ils peuvent avoir pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs tâches. Moi, j'ai un petit bémol sur l'impression 3D, parce que je trouve que c'est... Enfin, petit bémol par rapport à ce que vous dites. On s'intéresse à l'impression 3D béton, précisément chez Vinci Construction, auprès d'une start-up qui s'appelle Xtree, qui a développé une petite tête d'impression béton, et on fait des expérimentations avec eux depuis quelques années maintenant. Et pour moi, c'est
on en discutait précédemment, l'avantage de l'impression 3D, c'est que ça permet de faire des petites séries, des éléments tous différents, sans surcoût par rapport à de l'industrialisation préalable à l'impression 3D. Avant, l'industrialisation un peu dans nos mémoires, notamment pour le bâtiment, c'est vraiment tout pareil, donc des bâtiments extrêmement linéaires qui se ressemblent avec tous les mêmes défauts, donc des grands sinistres. On était un peu revenu de cette industrialisation-là. Des outils comme l'impression 3D permettent de réaliser 100 pièces différentes avec zéro moule et donc pas le surcoût lié au moule ou à l'amortissement du moule qu'on devait faire sur les 100, 1000, 10 000 pièces. Oui, parce que là, effectivement, les technos qu'on vient d'évoquer, j'ai compris que ça optimisait des petits bouts, en fait. Hein, et au final, le petit bout, ça fait peut-être effectivement un chantier plus rapide, mieux optimisé, moins risqué, etc. Avec des normes qu'il faut respecter. On est quand même dans une belle perspective, là. Intéressant. Oui, mais au-delà de ça, je pense quand même le grand mouvement qui va émerger, ça va être la révolution industrielle. Plus que la révolution digitale, qui effectivement apporte plus d'efficacité sur l'ensemble de la chaîne en matière de simulation, de calcul, de partage de l'information. Le grand changement, c'est le changement de modèle. Mais est-ce que l'industrialisation, elle n'est pas aujourd'hui pertinente par rapport à nos mythes d'industrialisation du siècle dernier grâce à l'outil digital ? Ah bah absolument. C'est-à-dire qu'en termes de conception, bah justement, on va réutiliser les outils de type BIM de façon à pouvoir dessiner, designer des bâtiments, avoir des bases de données numériques qu'ensuite on va pouvoir réutiliser, décliner, adapter selon les différentes opérations, et ensuite passer dans un flux de commandes numériques vers des machines et rentrer de plein pied finalement dans le monde de l'industrie pour avoir la meilleure efficacité possible sur toute la chaîne. Et ça, c'est effectivement rendu possible par des technologies qui ont été, on va dire, expérimentées d'abord par le bâtiment traditionnel. Et qui permettent de configurer des différents logements, différents ouvrages, en rentrant quand même dans une chaîne industrialisable. C'est-à-dire industrie ne veut plus dire homogénéité et systématisme. Exactement. Alors, je suis obligée de conclure la table ronde, j'en suis navrée, mais je vous invite à remettre vos masques et à rester avec nous ici dans nos locaux si vous voulez continuer un peu à discuter avec nous. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de NetExplo, les Échos. Aujourd'hui, on va, dans ces Transformation Talks, attaquer la dernière discussion, la dernière table ronde, qui n'est plus sur la construction durable, mais sur le capital humain et la transformation. L'entreprise est-elle enfin apprenante pour ses collaborateurs? C'est avec 3 nouveaux invités. À tout de suite après ce jingle.